15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Seconde phase du forum sur la nouvelle dynamique du parti pour le Rassemblement populaire pour le progrès. Et Gaza est tout simplement devenu inhabitable, a déclaré le coordinateur humanitaire de l'ONU. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le parti Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, poursuit les assises de son forum visant à redynamiser les instances qui avaient débuté le 23 décembre dernier. Le vice-président du RPP, Abdelkader Kamel Mohamed, a dirigé ce matin la seconde phase du forum sur la nouvelle dynamique du parti, centrée sur la redynamisation des annexes du RPP, considérées comme étant la pierre angulaire du parti. Les travaux de ce forum novateur ont réuni ce matin dans la salle de conférence du Palais du Peuple, d'un côté l'exécutif du parti, dont le secrétaire général et son adjoint, respectivement Ilyas Moussa Dawalé et Mohamed Ali Youssouf, ainsi que les instances dirigeantes de la commission organisatrice du forum, Ali Abdi Farah et Mouna Ousmane Aden, et de l'autre, les membres du comité exécutif, des centaines de membres du comité central du parti, les ministres, les parlementaires, les élus locaux, membres du RPP, des personnalités de la société civile, les délégués élus des annexes, des délégués élus de la Ligue nationale de la jeunesse du parti et des délégués élus des associations et organisations socio-professionnelles proches du parti, ainsi qu'un grand nombre de partisans. Après les discours officiels centrés sur les thématiques de cette assise, le conseil exécutif et les partisans se sont retrouvés lors d'une séance à huis clos pour mener des discussions très vives sur la mission et attribution des annexes du RPP. Les partisans comme les cadres du parti ont eu des discussions très constructives, un débat très franc dans le seul but d'améliorer les places des annexes dans la société civile pour que le parti évolue avec les changements que connaissent nos populations. Les camarades de la formation en pouvoir se sont promus de continuer les discussions dans les semaines et les jours à venir. Et écoutons à présent l'intervention du vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamel Mohamed. Je voudrais souhaiter la bonne année 2024 à tous nos militants, adhérents et au peuple djiboutien. Notre objectif ce matin est de nous pencher ensemble sur la problématique liée au renforcement de notre militantisme partisan à toutes les sphères des structures de notre parti. Quelques questions s'imposent pour nous guider dans notre recherche de solutions à cette problématique. Première question, comment redynamiser nos structures de base et en premier lieu nos annexes? Ça, c'est la première question. Puisque les annexes constituent la pierre angulaire de notre vie partisane et le premier espace d'expression de notre militantisme. Ces annexes, qui constituent l'épine dorsale de notre programme politique et la vitrine d'accueil de notre parti. Enfin, ces annexes qui constituent le moteur de propulsion de la grande machine électorale de notre parti. De la réponse apportée à ces questions
dépendra notre capacité à poser méthodiquement les jalons de la nouvelle dynamique de nos annexes, tant souhaitée par chacun de nous. Mais pour ce faire, il ne suffira pas de lister les difficultés constatées, mais il nous appartiendra à tous d'apporter notre contribution constructive à cet exercice de réflexion et trouver les solutions adéquates. Deuxième question qui se pose, comment harmoniser les interactions entre nos différentes structures partisanes et améliorer leurs relations avec leur environnement? Notre organisation politique RPP dispose de différentes structures qui participent chacun à son niveau à la chaîne des valeurs de notre vision politique. Toutefois, notre architecture organisationnelle met en relief plus la verticalité et la formalité des interactions plutôt que la flexibilité et l'horizontalité de ces échanges. Il ne précise pas les interactions avec nos structures organisationnelles d'appui comme les comités des quartiers, les syndicats ou les associations de jeunes pour la promotion d'intérêts sociaux ou autres qui, même s'ils ont la forme de groupements sociaux, professionnels ou d'intérêts précis, partagent notre idéologie RPPiste et participent à la mise en œuvre de notre programme politique. Je pense aussi aux membres du pouvoir exécutif, législatif et décentralisé qui, élus ou désignés sous la bannière de notre parti, jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de notre programme politique. C'est exprimé par la suite le secrétaire général du parti RPP, Ilyas Moussa Dawale. Il s'est construit avec des institutions. Et ces institutions, parmi ces institutions, le rôle du parti est essentiel parce que c'est une courroie où les dirigeants et la population puissent communiquer fluidement. Mais on sait aussi que dans les partis, dans la vie du parti, le rôle des annexes joue une partie très importante de la vie politique. Les valeurs de la République, le RPP les porte. C'est les valeurs de l'unité, de l'égalité et de paix. C'est des valeurs de solidarité. C'est des valeurs de coexistence, de tolérance. C'est des valeurs qui sont nobles et qui sont portées de notre président, du président de la République de Djibouti et président du parti Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Je voudrais donc, à cette occasion, ici exprimer notre gratitude aux femmes et aux hommes qui ont apporté leur pièce à l'édifice. On se doit également, et on a de quoi être fiers, d'observer une nouvelle génération qui arrive et qui aspire également à maintenir le feu allumé. Cette génération, on se doit de les préparer également. C'est des jeunes, c'est des moins jeunes, mais de plus en plus jeunes, que cette génération, on se doit maintenant de les porter également. Mais l'avenir, aujourd'hui, maintenant, il va porter sur qu'est-ce que ces annexes doivent, en quoi ces annexes doivent être redynamisées, réinitiées. Quel type de comité, quel type d'organisation, et c'est parmi les objectifs aujourd'hui de notre rencontre, entre autres,
c'est de s'assurer que des comités des sages soient listés, des gens respectés chacun dans leur zone respective, qu'ils puissent soumettre des noms des femmes, des jeunes, des sages, des habitants de ces différents quartiers dont couvre une zone, une annexe, pour que les meilleurs d'entre nous puissent être regroupés sous la forme de comités d'annexe qui se soucient à la réconciliation, à l'unité, à la solidarité. Et à l'issue de cette matinée de forum, notre équipe qui a couvert cet événement a recueilli pour nous les réactions, les impressions des participants à ce forum. Je suis un expert en développement communautaire et je suis un membre actif de la société civile de Djibouti, mais également un membre actif de l'annexe RPP de Cheikh Moussa. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième assise pour ce forum de redynamisation des activités de notre parti politique, le RPP. Et comme l'a souligné le secrétaire général du parti, M. Elias Dewale, aujourd'hui, nous avions, en tout cas les militants, ont débattu largement sur comment renforcer, comment redynamiser les annexes, les activités des annexes. Bien entendu, les annexes sont le socle du parti. C'est grâce aux activités des annexes, c'est grâce à la confiance que les sympathisants donnent aux annexes, aux activités des annexes, que le parti peut progresser, que les activités du parti, la vision même et les orientations du parti seront réalisées dans un court et moyen et à long terme. Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a présidé un atelier pour le développement de la feuille de route pour le renforcement de l'extension du DHIS2 en République de Djibouti. Et dans le cadre de la modernisation, la direction de l'information sanitaire, le gouvernement de Djibouti a choisi le DHIS2 comme principal système numérique intégré pour la collecte, le stockage et l'analyse des données sanitaires de routine, de surveillance épidémiologique et des maladies individuelles ou événements selon les fréquences définies par les différents protocoles et manuels opérationnels standards. Le DHIS2 a été mis en place depuis 2019 et qui est perçu comme étant le système le plus prometteur pour l'intégration, la gestion, l'analyse et la présentation des données sanitaires pour la prise de décision au sein du secteur santé. Écoutons pour plus de précision l'intervention du représentant de l'OMS à Djibouti. Comme vous le savez, Monsieur le Secrétaire général, chers participants, le système d'information sanitaire constitue l'un des piliers essentiels du système de santé. Son rôle est d'assurer la production, l'analyse, la dissémination et l'utilisation d'informations sur les déterminants de la santé, la performance du système de santé et l'état de santé des populations. Les données de qualité favorisent une prise de décision appropriée tout en contribuant à l'efficacité du système. Le bon fonctionnement d'un système national d'information sanitaire est une condition préalable à la production d'informations fiables et opportunes sur la santé. Ces informations sont essentielles à l'élaboration de politiques et à la prise de décision fondée sur des données probantes, à la bonne gestion de la santé et à l'affectation rationnelle des ressources, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation des systèmes de santé et des performances des autres services sociaux connexes. La production, la disponibilité et l'accessibilité d'informations opportunes et de qualité pour les principaux indicateurs de santé sont également essentiels pour suivre les progrès accomplis vers les cibles des objectifs de développement durable. Suivant après de l'intervention, la représentante du PNUD à Djibouti. Comme cela a été dit, je pense que l'information sanitaire constitue une composante essentielle pour élaborer à la fois les politiques, pour améliorer les systèmes et par conséquent améliorer la qualité de vie. Et je voudrais saluer les efforts importants entrepris par le ministère de la Santé et les réformes qui sont en cours pour la mise en place donc, de ce District Health Information System DHIS2 depuis 2016. Je pense qu'à travers l'appui du Global Fund, on a fait un certain nombre de pas, donc progressivement. Donc pendant la période 2016-2017, on a pu investir près de 400 000 $ pour pouvoir mettre en place ce système. Et ensuite, les autres cycles de programmation de 2018 à 2019,
et également le cycle en cours et celui qui va se poursuivre. Tout ceci pour dire que à chaque cycle, on a fait des pas de plus et nous espérons que au prochain cycle, comme cela a été dit par le directeur, on aura complètement la digitalisation donc, et l'informatisation du système sanitaire au profit des patients. Et le secrétaire général du ministère de la Santé a clôturé la série des interventions lors de cette rencontre. Je suis honoré de vous accueillir à cet atelier crucial dédié à la mobilisation de fonds pour le renforcement et l'extension du système d'information sanitaire à Djibouti. La santé de nos communautés est une priorité et le DHS2 joue un rôle essentiel dans la collecte et l'analyse des données pour guider nos efforts. Le renforcement du DHS-ITU à Djibouti est une étape décisive pour améliorer la gestion de la santé de la population. Cet atelier vise à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la pleine fonctionnalité de ce système, renforçant ainsi notre capacité à répondre aux besoins de santé. En investissant dans un système national d'information sanitaire intégré, nous élargissons notre capacité à surveiller, à évaluer et à améliorer les services de santé. Cela contribuera à une meilleure prise de décision et à une meilleure planification, assurant ainsi des résultats tangibles pour la santé de la population. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, nous allons parler donc de dossier de cette édition, la République de Djibouti, qui est une terre d'échange et de rencontres, mais aussi un pays de passage pour les requins-baleines. Les requins-baleines de taille impressionnante, qui est une espèce protégée depuis 1990. Et notre pays a pris des mesures pour réglementer les visites de ces mammifères qui séjournent dans les eaux djiboutiennes entre novembre et mars, notamment dans le golfe de Tadjoura. Des touristes internationaux viennent de loin pour voir de près le plus grand mammifère marin. Reportage. Notre pays est doté d'un atout et curiosité touristique mondiale pour lequel de nombreux touristes internationaux se déplacent. Il s'agit des requins-baleines. Les requins séjournent dans les rivages de Djibouti, surtout dans le golfe de Tadjoura, où une aire marine protégée a été créée pour préserver les plus grands poissons au monde. Entre octobre et mars, les touristes internationaux séjournent à Djibouti pour voir les requins-baleines évoluer gracieusement dans nos eaux, surtout les longs des plages d'Arta. Le requin-baleine se classe dans la catégorie des poissons, ce qui en fait le plus grand poisson du monde, et il se nourrit du micro-organisme. Les scientifiques n'ont pas encore des chiffres exacts, mais estiment sa durée de vie à environ 100 à 150 ans. Le maximum recensé est de 70 ans. Ils sont dotés d'empreintes digitales. Les points blancs et lignes qu'ils possèdent sur le dessus de leur corps sont uniques pour chaque individu, ce qui leur permet de les différencier lors de leurs études. Les requins-baleines appartiennent à la catégorie des requins. De par leur squelette en cartilage, la deuxième partie est plus simple, baleines en rapport à leur taille. Vu leur grande taille, seul l'homme est devenu leur principal prédateur. Ils ont été déclarés espèces menacées depuis 1990. Raison pour laquelle le gouvernement djiboutien a pris des dispositions réglementaires pour protéger les requins-baleines, notamment leur site de migration pour la ponte annuelle. Une aire marine protégée a été créée à cette occasion. En effet, ces requins-baleines renforcent les activités touristiques. Et pour pérenniser le passage des requins-baleines à Djibouti, notre pays a pris des mesures pour les protéger, raison pour laquelle une aire marine protégée a été créée. Une aire où ils évoluent a été créée sur les différentes plages d'Arta. Les hélices des bateaux qui passent dans le golfe sont une menace pour ces animaux très prisés par les touristes qui font des milliers de kilomètres pour les voir évoluer. Certains arrivent même à les toucher. Des éco-gardes sont formés pour protéger les plus grands poissons qui s'invitent périodiquement chez nous. Leur présence renforce les activités touristiques dans notre pays. Les touristes internationaux ont besoin de moyens de transport en barque pour voir les requins-baleines, sollicitant la présence des guides. Tous ces atouts ont fait que le gouvernement a mis en place des lois pour les protéger.
Et là, nous passons à l'actualité internationale. À Gaza est tout simplement devenue inhabitable, déclare le coordinateur humanitaire de l'ONU. La bande de Gaza est tout simplement devenue inhabitable. C'est alarmé le chef des affaires humanitaires des Nations Unies à propos du territoire palestinien. Violents affrontements ont éclaté aujourd'hui, donc samedi, à l'entrée du camp Al-Maqazi, dans le centre de la bande de Gaza, où les bombardements israéliens dans le sud tuent des enfants. Au moins 162 Palestiniens ont été tués et 296 autres blessés au cours des dernières 24 heures, alors que les forces israéliennes poursuivaient leur attaque contre la bande de Gaza assiégée. Le bilan des attaques menées par l'armée israélienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre s'est alourdi à 22 600 morts et 57 910 blessés. Les attaques de l'armée d'occupation israélienne ont laissé Gaza en ruine. 60% des infrastructures de l'enclave palestinienne ont été endommagées ou détruites et près de 2 millions de résidents ont été déplacés en raison de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Intempéries hivernales, tempêtes de neige et inondations perturbent les transports en Europe. L'hiver est bien là, entre froid polaire et fortes chutes de neige au nord de l'Europe et inondations à répétition au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. En Suède, la vague de froid polaire qui s'est abattue sur le nord de l'Europe a causé d'importantes perturbations. Jusqu'à 1000 voitures et camions se sont retrouvés coincés sur une autoroute entre la municipalité et la ville en raison des vents violents et de la neige qui ont submergé la zone. Même si la plupart des voitures ont finalement pu repartir, un certain nombre de camions étaient encore bloqués jeudi soir selon les prévisions de l'administration suédoise des transports. Et les conditions hivernales ont continué de causer des problèmes dans tout le pays. La neige, le vent et les conditions glissantes ayant entraîné des accidents de la route dans le sud et des températures aussi basses que moins 43,6 degrés Celsius ont été enregistrées dans le nord. Et enfin, au Japon, l'archipel frappé par un fort séisme poursuit les recherches pour retrouver des survivants. Au Japon, après le terrible tremblement de terre qui a frappé le pays le 1er janvier, le bilan s'alourdit à au moins 94 morts et 222 disparus. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Ce vendredi, donc, le bilan s'est alourdi à au moins 94 morts et le nombre de disparus a été réévalué à 222. Les autorités d'Ishikawa ont déclaré que 55 des personnes décédées se trouvaient dans la ville de Wajima et 23 à Suzu, tandis que les autres ont été signalés dans 5 villes voisines. Plus de 460 personnes ont été blessées, dont au moins 24 grièvement. Les tremblements de terre ont déclenché un grand incendie dans la ville de Wajima, ainsi que des tsunamis et des glissements de terrain dans la région. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.